On se lance aujourd'hui dans une enquête, une vraie. On part d'une question qui a l'air toute simple. De quoi est faite la matière? On a l'impression de savoir, hein? Bah oui, cette table, c'est solide. L'eau, c'est liquide. Et pourtant, au début du XXe siècle, la physique a fait voler en éclats toutes ces certitudes. Et elle nous a laissé avec une question presque angoissante. Si le monde n'est pas ce qu'il paraît, alors, qu'est-ce que c'est? Et pour nous guider dans cette exploration, on a un guide, et pas n'importe lequel, le philosophe Bertrand Russell, avec son livre The Analysis of Matter. Alors attention, ce n'est pas un manuel de physique. Non, pas du tout. C'est plutôt le journal de bord d'un des plus grands esprits de son époque qui essaye de recoller les morceaux. Pendant 30 ans, il a vu la relativité, puis la mécanique quantique dynamiter notre vision du réel. Et s'est posé la question que tout le monde se posait, j'imagine. Exactement. Comment on fait le pont entre le monde de nos sens, les couleurs, les sons, la solidité, et ce nouvel univers que la physique décrit. Un monde d'équations abstraites, de probabilités, de concepts qui défient complètement l'entendement. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de suivre sa piste. On va voir comment il déconstruit l'idée la plus fondamentale qu'on ait, l'idée de chose, pour la remplacer par un concept beaucoup plus étrange, et peut-être beaucoup plus vrai, celui d'événement. Accrochez-vous, le voyage est assez vertigineux. Pour bien comprendre le choc, il faut se souvenir du monde d'avant, le monde de la physique de Newton. C'était... Un édifice magnifique, d'une clarté incroyable. On avait des petites particules de matière, des sortes de mini-billes de billard avec une masse qui se baladaient dans un espace et un temps absolu. C'est ça. Comme une grande scène de théâtre, immuable, un univers horloger. Tout était mécanique, ordonné et surtout intelligible. Chaque chose à sa place. Mais même ce bel édifice, il avait des fissures, c'est ça, Oui, mais pas des erreurs de calcul, hein. Des fissures dans les fondations conceptuelles, ce que les philosophes appellent des problèmes épistémologiques, Épistémologique, c'est-à-dire... par rapport à la nature de notre connaissance. C'est exactement ça. Le problème, ce n'était pas la physique elle-même, mais ce qu'elle nous forçait à supposer. Et Russell, en reprenant des arguments qui datent du philosophe Leibniz, il pointe du doigt l'espace absolu de Newton. Ah oui. Il dit, en gros, personne n'a jamais vu ou mesuré l'espace absolu. On ne mesure que des distances entre des objets, que des durées entre des moments. Ces concepts absolus, ce sont des fantômes, des hypothèses inutiles. Et là, il sort son arme favorite. Le rasoir d'Occam. Le fameux. Le principe qui dit qu'il ne faut pas multiplier les entités sans nécessité. En gros, si on peut expliquer un truc plus simplement, il faut le faire. C'est ça. Si on peut se passer de l'espace et du temps absolu, alors on s'en débarrasse. C'est du superflu. Et il y avait un autre fantôme qui hantait cette physique. L'action à distance. Exactement. L'idée que le Soleil attire la Terre à travers des millions de kilomètres de vide sans rien pour les connecter. C'était un peu magique comme concept. C'était troublant. Newton lui-même détestait cette idée. Et puis, le XXe siècle arrive. Et là, c'est un grand coup de pied dans la fourmilière. Premier séisme, Einstein et la relativité. Un bouleversement total. D'abord, la relativité restreinte, qui vient nous dire que l'espace et le temps ne sont pas deux choses séparées. Ils sont liés. Ils sont tissés ensemble. Ils forment une seule entité. L'espace-temps à 4 dimensions. La transformation de Lorentz, qui est le cœur mathématique de tout ça, est devenue si célèbre que Russell raconte l'avoir vue citée dans une pub pour Fortnum & Mason. Un grand magasin de luxe à Londres. C'est fou. Ça montre à quel point le concept avait infusé la culture. Mais c'est avec la relativité générale qu'on passe à un autre niveau. Là, l'espace n'est plus du tout une scène de théâtre passive. Plus du tout. C'est là que ça devient fascinant. La géométrie de l'univers devient un acteur. Einstein nous explique que la matière et l'énergie courbent l'espace-temps. D'accord. Ce qu'on appelle la gravité, ce n'est pas une force mystérieuse qui tire les objets. C'est juste les objets qui suivent les chemins les plus courts dans cet espace-temps qui a été déformé. C'est l'image de la boule de bowling sur un trampoline, c'est un peu ça. On pose une grosse boule au milieu, le tissu se creuse, C'est la meilleure analogie qui soit. et si on lance une bille à côté, elle n'est pas attirée, elle va juste rouler dans le creux. Elle suit la pente, voilà. La Terre ne se fait pas attirer par le Soleil. Elle roule dans la pente de l'espace-temps creusé par la masse du Soleil. La matière ne se contente plus d'être dans l'espace, elle dicte à l'espace comment se courber. C'est une révolution. Et ce n'était que le début. Parce que si la relativité a, d'une certaine manière, recréé une forme de continuité,
La deuxième révolution, la théorie quantique, elle a fait tout l'inverse. Elle a tout cassé en petits morceaux. Elle a introduit la discontinuité partout, oui. On est passé du modèle de l'atome de Bohr, qui était encore assez imagé. Les électrons qui tournent comme des planètes? C'est ça. On est passé de ça à un monde beaucoup plus étrange, beaucoup plus abstrait. Le modèle de Bohr fonctionnait bien, mais il butait sur une question simple. Quand un électron saute d'une orbite à l'autre en émettant de la lumière, pourquoi il le fait à ce moment-là? Et pas une seconde avant ou après? Exactement. Et pourquoi il choisit cette orbite et pas une autre? Et la réponse était... Il n'y en avait pas. La théorie ne pouvait donner que des probabilités. Il y a 30% de chances que ça arrive dans la prochaine nanoseconde, mais impossible de savoir quand. C'est frustrant. Tellement que ça fait dire à Russell, avec une ironie que j'adore, les atomes pourraient tout aussi bien être doués de libre arbitre, limités cependant à un choix parmi plusieurs possibles. L'idée que les atomes aient leur libre arbitre, c'est à la fois poétique et un peu terrifiant. On imagine un univers beaucoup moins mécanique tout d'un coup. Complètement. Et c'est là qu'arrive Heisenberg et qu'en gros il dit « Puisqu'on n'arrive pas à se représenter les choses, arrêtons d'essayer ». Radical. C'est le tournant. La nouvelle mécanique quantique abandonne l'idée de se faire des images. On ne parle même plus de la position d'un électron. Ça n'a plus de sens. La physique renonce à décrire ce qui est pour se concentrer sur ce qu'on peut mesurer. Juste les résultats des expériences. Juste ça. Les fréquences de la lumière émise, les interactions. L'objet électron n'est plus une petite bille. Il se dissout. Il devient un pur ensemble de relations mathématiques. La matière devient, comme le dit Russell, un fantôme mathématique. On se retrouve donc avec un tableau déroutant. D'un côté, notre expérience de tous les jours, avec des chaises, des tasses. De l'autre, la physique qui nous dit que le fondement de tout ça, c'est un nuage de probabilités mathématiques. Comment on fait le lien ? Est-ce que Russell a une solution pour ne pas devenir schizophrène? C'est le cœur de son projet. Et pour combler ce gouffre, il propose une idée philosophique aussi audacieuse qu'élégante, le monisme neutre. Monisme, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul type de substance dans l'univers. Mais neutre. Neutre par rapport à quoi? Neutre par rapport à la grande division traditionnelle entre la matière et l'esprit. Ah oui, les matérialistes contre les idéalistes. Exactement. Les matérialistes disent tout est matière. Les idéalistes, tout est esprit. Russell, lui, dit la substance fondamentale de l'univers n'est ni l'un ni l'autre. C'est quelque chose de plus primitif. Et cette substance, il l'appelle des événements. Des événements. Pas des choses, mais des événements. C'est-à-dire ce qui se passe. Exactement. Des occurrences ponctuelles dans l'espace-temps. Un flash de lumière, un point de couleur, une note de musique. Et à partir de là, il redéfinit tout. L'esprit et la matière, ce ne sont plus deux substances différentes, mais deux manières différentes d'organiser ces mêmes événements. Attends, si je comprends bien, matière et esprit, ce serait comme deux logiciels différents qui tournent sur le même hardware. Le hardware étant ces événements. C'est une excellente façon de le voir, c'est tout à fait ça. Un esprit, une pensée, c'est une collection d'événements liés par les lois de la psychologie, la mémoire, l'association d'idées. D'accord. Et la matière, c'est ce même groupe d'événements, mais cette fois organisé selon les lois de la physique. Ce n'est pas la chose qui est différente, c'est la structure, la loi d'organisation. D'accord. C'est puissant comme idée. Mais alors, une chose qui dure, comme cette table, si tout n'est qu'événement ponctuel. La table n'est pas une substance unique et permanente, c'est ce que la physique appelle une ligne d'univers. Une série d'événements quasi identiques qui se succèdent dans le temps et qui sont liés par une continuité. Attends, ça veut dire que la chose, la table, n'existe pas en tant qu'objet unique, c'est plutôt comme si à chaque instant, un événement table disparaissait et était remplacé par un nouvel événement table presque identique. C'est ça? C'est exactement ça. L'analogie parfaite, c'est celle du film. Ah oui, Quand on voit un personnage bouger à l'écran, il n'y a pas un objet personnage qui se déplace. Il y a une succession d'images fixes. C'est notre cerveau qui crée l'illusion du mouvement. et de la permanence. Voilà. Pour Russell, la matière, c'est pareil. Un électron qui traverse une pièce n'est pas une petite bille qui bouge. C'est une série d'événements électrons qui se succèdent. Le monde n'est plus fait de choses, il est fait de ce qui se passe. C'est une bascule mentale énorme. Mais même si j'accepte ça, il reste un problème. Cet univers d'événements, ça reste terriblement abstrait. Comment on relie ça au monde que je connais, moi? Au rouge de cette tasse, au son de ma voix. Comment Russell fait le dernier pas? C'est le dernier acte et c'est sans doute la conclusion la plus folle de tout le livre. Pour faire le lien, il analyse la chaîne causale de la perception. Prenons un exemple.
Je regarde cette tasse. D'accord. Qu'est-ce qui se passe physiquement? De la lumière part de la tasse, elle voyage, elle entre dans mon œil, elle excite ma rétine, ça crée un influx nerveux qui va jusqu'à mon cerveau. La perception, ce que j'appelle voir la tasse rouge, c'est le tout dernier maillon de cette longue chaîne. Logique. C'est la base de la biologie. Et donc, Et donc, la question cruciale est où se situe cet événement final, la perception elle-même? Si c'est le dernier maillon, il ne peut être qu'à l'extrémité de la chaîne. c'est-à-dire, Autrement dit, l'événement voir la tasse rouge ne se situe pas là-bas où est la tasse. Il se situe physiquement dans mon cerveau. quoi? Nos perceptions, les couleurs, les sons, les odeurs ne sont pas des propriétés du monde extérieur. Ce sont des événements physiques qui se produisent à l'intérieur de notre crâne. Mais ça contredit toute notre expérience. Je vois bien que la tasse est là-bas. La physique est d'accord pour dire qu'il y a un amas de particules là-bas. Pourquoi il insiste pour dire que ma perception est ici, dans ma tête? C'est là toute la subtilité. Il y a bien une chaîne causale qui provient de là-bas. La structure de l'événement dans le cerveau correspond à la structure des événements là-bas. Mais la perception elle-même, avec sa qualité de rouge, son expérience vécue, elle, a lieu ici. D'accord. C'est la distinction fondamentale entre la source et l'effet perçu. Et les implications sont vertigineuses. Alors là, c'est le mot, oui. Ça veut dire que si un neuroscientifique regarde mon cerveau en direct avec une machine incroyable, Oui, oui. l'image qu'il voit de mon cerveau en train de percevoir la tasse, cette image n'est pas dans mon crâne, mais dans son propre cerveau à lui. C'est l'inévitable et fascinante conclusion. Et une mise en abîme complète. Totalement. L'objet d'étude du physiologiste est connu par la perception du physiologiste, qui est un événement dans son propre cerveau. Il faut prendre un instant pour y penser. Tout ce qu'on perçoit comme extérieur se passe en réalité physiquement à l'intérieur de notre crâne. Et le monde extérieur, lui, reste une abstraction mathématique. Une pure abstraction. Et ça nous mène à la conclusion la plus profonde de Russell. De la matière extérieure, de tout l'univers hors de notre tête, nous ne connaissons que la structure, les relations logico-mathématiques. Le plan, le schéma. C'est ça. On connaît la partition de la symphonie, mais on n'entend jamais la musique. Sauf pour une minuscule parcelle de l'univers. Celle qui se trouve dans notre cerveau. Exactement. Pour cette petite portion de matière, nous avons un accès direct de l'intérieur à sa qualité intrinsèque. Et cette qualité, qu'est-ce que c'est? Ce sont nos pensées, nos émotions, le rouge de la tasse, la douleur, la joie. Ce sont les qualités intrinsèques des événements physiques qui se déroulent dans notre cerveau. C'est la musique que joue la matière cérébrale. Le voyage est saisissant. On est parti du monde solide et prévisible de Newton, on a traversé les tempêtes de la relativité et du quantique pour arriver à cet univers de Russell. Un monde où la matière n'est plus une substance, mais une structure de relation entre des événements. Et où l'esprit et la matière ne sont plus ennemis, mais juste deux façons de regarder la même chose. C'est ça. Et Russell nous laisse avec une pensée finale, une porte ouverte sur un mystère encore plus grand. Si nos perceptions sont les qualités intrinsèques des événements de notre cerveau, alors la seule parcelle de l'univers dont nous connaissons la vraie nature, c'est celle qui est à l'intérieur de notre crâne. La physique nous donne le squelette mathématique du monde, mais la qualité de la chair qui l'habille nous est inconnue. Sauf en nous-mêmes. C'est vertigineux. Et ça invite à une question, une dernière question. Si toute matière n'est qu'une structure d'événements, se pourrait-il que l'univers entier soit rempli d'événements ayant une qualité intrinsèque, une vie intérieure, aussi riche que nos propres pensées, mais que nous ne pourrons jamais connaître? La nature profonde de la réalité est peut-être à jamais cachée derrière le voile des mathématiques. Et la seule fissure dans ce voile, c'est nous-mêmes.